Bien, nous sommes heureux d'accueillir Emmanuel Todd. Bonsoir, cher Emmanuel Todd. C'est la deuxième fois que je vous accueille dans des circonstances similaires et je dois avouer que je le fais avec un immense plaisir. En tout cas, si c'est pas vrai, vous simulez bien. Ça commence bien. Je pense qu'on en a pour 1 heure rien que pour le portrait. Mais enfin, c'est pas grave. Vous êtes venu nous parler du vieillissement. Et quand je vous ai invité, votre première réaction a été « Évidemment, j'ai 63 ans, je ne me déplace plus sans anticholestérol, sans antitension, etc. Mais le narcissisme d'un homme vieillissant, cela ne fait pas une conférence. » Il est très sérieux. Erreur grossière que nous n'avons eu aucun mal à corriger. La preuve, vous êtes ici avec nous ce soir. Car ce qui frappe ceux qui vous connaissent un tout petit peu, comme moi, ou qui vous connaissent beaucoup quand ils vous regardent à la télévision, ou quand ils vous écoutent à la radio, c'est que vous êtes resté un éternel jeune homme, je dirais même un incorrigible adolescent, arthritique, en dépit d'un parcours académique impeccable et d'une influence enviable et enviée dans l'arène politique. Un thème qui intéresse au plus haut point les professionnels de santé qui sont devant vous, puisqu'il s'agit des conséquences du vieillissement sur le fonctionnement de la société, et ceci sous tous les aspects politiques, économiques, social, sociétal, technologiques. Vous avez énormément publié, vos livres les plus connus, L'invention de la France ou le plus récent, Le mystère français, tissent un fil rouge continu, permanent, entre la démographie, l'histoire et la politique. La marque de fabrique d'Emmanuel Todd, c'est la combinaison d'une pratique orthodoxe de la démographie, dont vous êtes l'un des experts les plus réputés en France, avec votre grand ami et co-auteur fréquent, Hervé Lebras, et d'un jugement hétérodoxe dans les enseignements que vous tirez de vos observations. Je disais donc que la famille est votre grande affaire, à titre professionnel comme objet d'étude démographique, mais aussi à titre privé. Votre père, Olivier, a été l'un des journalistes les plus talentueux et libres d'esprit de l'après-guerre. Pour un jeune journaliste que j'ai été et que je ne suis plus, c'était une référence. Vous avez hérité de lui une curiosité insatiable, un franc-parler absolument débridé et un certain goût de la provocation. Parmi vos cibles favorites... J'ai surtout hérité de lui l'idée absurde d'avoir 4 enfants de 3 femmes différentes. La famille est sa grande affaire, disais-je. Parmi vos cibles favorites, l'Europe, ou plutôt la manière dont elle se construit depuis des décennies. Elle a consacré votre éruption dans le débat public avec pertes et fracas en 1995, quand Jacques Chirac et Philippe Séguin s'inspiraient de vos thèses pour construire leur discours sur la fracture sociale avec les suites que tout le monde connaît. Il y a quelques années, vous approfondissiez votre position dans un livre absolument passionnant. Je vous conseille la lecture de ce livre qu'on retrouve encore dans les très bonnes librairies. Ce livre s'appelait « Après la démocratie ». Dans la crise d'identité autant qu'économique et financière que traverse le vieux continent, je ne peux m'empêcher de croire que vous voyez une confirmation éclatante de vos sombres prophéties pour notre plus grand malheur. Merci pour cette présentation trop sympa, je dirais. Démographe, je suis à l'Institut national d'études démographiques depuis plus d'un quart de siècle, donc je dois faire un peu de démographie, mais je ne suis pas un grand démographe. Moi, vous l'avez dit, je suis dans l'interprétation des indices. Donc en fait, même rien que pour aujourd'hui, j'ai dû un peu travailler quand même. Hein. C'est-à-dire traiter du vieillissement, on n'est plus près de la démographie, donc j'ai dû aller voir quels étaient les indicateurs les meilleurs. Donc je vais nous en tenir, je veux dire, à nos conventions de départ. Hein. Je vais quand même d'abord essayer de donner un exposé. J'ai été chercher les indicateurs les plus pertinents du vieillissement. La question du vieillissement des sociétés occidentales, sans mauvais jeu de mots, vu l'endroit, est un thème bateau. Hein. Parce que, je veux dire, la question, donc on va sortir des pourcentages de plus de 65 ans, faire des prédictions cataclysmiques, il n'y a pas de problème. Donc pour moi,
quand même le défi, c'était d'aller à l'indicateur statistique le plus pertinent, qui dise le plus possible. Donc la première chose pour moi, j'ai toujours, vous avez mentionné Après la démocratie, qui est un bouquin où il est question du vieillissement et de son effet sur les structures politiques. Et si je devais faire une critique d'Après la démocratie, elle ne serait pas sévère, je suis toujours très content du livre, mais je dirais que je n'ai pas assez tenu compte du vieillissement. C'est-à-dire que plus j'avance en âge, plus je trouve que le vieillissement est le phénomène central de l'évolution sociale, politique, économique, etc. Je veux dire tellement central qu'il est peut-être en train d'amener les sociétés occidentales à l'abîme. Bon, on ne sait jamais, mais voilà. Alors, pour moi, le bon indicateur pour comprendre ce qui se passe, c'est pas parler de vieillissement en général, c'est essayer de sentir le phénomène dans son ampleur et sa soudaineté, en fait. Je veux dire, ce qui se passe sur le plan du vieillissement, c'est quelque chose qui s'est passé, je veux dire, peut-être un peu beaucoup depuis la guerre, mais encore plus depuis le début des années 70. Et le vieillissement d'une population, disait Sauvy, bon, si vous prenez une pyramide des âges, vous avez une baisse de la fécondité, ça s'étrangle en bas, ça va produire un effet mécanique de vieillissement de l'ensemble de la population, même si l'espérance de vie ne bouge pas. C'est ce qu'on attendait, c'est ce que les gens qui ont fondé la sécurité sociale attendaient. Et ce qui s'est passé après la guerre, et surtout à partir du début des années 70, c'est un emballement de ce qu'on appelle l'espérance de vie à 60 ans. C'est-à-dire le nombre d'années moyennes qui restent à vivre après l'âge de 60 ans. Donc si vous prenez un pays comme la France, pour les hommes, depuis l'après-guerre, l'espérance de vie à 60 ans, les hommes ont dépassé de 15 années à 22 années et demie, soit un gain de 7 ans et demi d'espérance de vie. C'est tout à fait considérable. Les États-Unis, qui sont censés être un pays jeune, eux sont passés de 16 à 21 ans, 5, c'est-à-dire ils ont pris quand même, les États-Unis ont pris dans les gencives 5 ans et demi d'espérance de vie supplémentaire après 60 ans. Bon, le Japon, on est passé de 14 à 23, c'est-à-dire plus 9 années d'espérance de vie. Et alors si on passe aux femmes, c'est l'angoisse, puisque bien entendu, tout démographe sait que statistiquement, les vieux ont plutôt tendance à être des vieilles, puisque l'espérance de vie des femmes est beaucoup plus, on l'oublie, hein, mais bon, est beaucoup plus élevée. Donc en France, pour l'espérance de vie des femmes à 60 ans, on est passé, depuis l'après-guerre, mais avec le truc s'est passé vraiment à partir des années 70, on est passé de 18 à 27 ans d'espérance de vie, c'est-à-dire un gain de 9 ans. Les États-Unis, il y a eu des petits problèmes parce que les États-Unis sont moins dynamiques sur ce plan. Il y a eu un gain d'espérance de vie pour les femmes de seulement 4 ans et l'espérance de vie à 60 ans n'est que de 24 ans et demi. Et alors le Japon, là, qui est la société la plus vieille du monde, on atteint des niveaux cataclysmiques puisque l'espérance de vie à 60 ans des femmes est passée de 16 ans à 28 ans, ce qui fait un gain de 12 ans d'espérance de vie. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que rien de tout ça n'a été pensé à l'avance. Ça a été soudain, ça a été une surprise. Et François Héran, qui a été directeur de l'INED pendant une dizaine d'années, avait fait une assez belle comparaison dans un livre sur l'immigration. Vous savez, quand on pense de l'immigration, les gens s'inquiètent de l'immigration clandestine, sauvage. Et Héran avait fait une comparaison, il disait, mais en fait, ce qui s'est passé, comme on n'attendait pas ces vieux vivant longtemps, durant en masse, et ben c'est comme si on avait eu une immigration sauvage de vieux. En fait, vraiment, je trouvais ça génial comme métaphore, et donc je ne peux pas m'empêcher de... Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que je veux dire, les gens pensent que le problème de la société française, c'est que les banlieues se remplissent d'immigrés sans qu'on puisse le contrôler, mais la vérité des problèmes, pour moi, c'est plutôt que la société française s'est remplie de vieux, dont moi, bientôt, je veux dire à l'insu de son plein gré. Alors, si on va à un indicateur synthétique, bien entendu, pour moi, l'indicateur général sera l'âge médian de la population. C'est-à-dire, vous savez, l'âge médian, c'est vous avez un type, 50% des gens sont plus âgés, 50% moins âgés. Alors, il faut savoir que toutes les sociétés humaines, si vous prenez du chasseur-cueilleur paléolithique
calcule ça d'après ceux qui restent dans certaines régions du monde, jusqu'à toutes les sociétés traditionnelles, etc., vous avez des âges médians qui étaient compris entre 20 et 25 ans. Très peu de vieux, pas mal de jeunes, mais pas mal de mortalité infantile, et même, finalement, on est entre 20 et 25 ans. Donc les populations qui ont fait les révolutions anglaises du XVIIe siècle, la Révolution française, c'est des populations dont l'âge médian était entre 20 et 25 ans. Les gens qui ont fait la Révolution russe, pareil. Le Japon d'après-guerre était encore, je crois, si mes souvenirs sont exacts, oula, non. Oui, c'est assez bizarre. Mais c'est pas mal on s'y fait assez vite, dans cette zone-là. Et donc, je vais donner quelques chiffres pour dire où on va. C'est-à-dire qu'en 1950, la France ça avait monté lentement. On était à 34 ans et demi d'âge médian. On est passé maintenant, on est à 40 ans, c'est-à-dire plus 5,5. Les États-Unis, encore, la société la plus jeune, ou considérée comme la plus jeune d'Occident, est passé de 30 ans à 37 ans. Eux, ils ont plus vieilli. En fait, les États-Unis ont plus vieilli. En proportion, oui. Ils ont plus vieilli. Ils ont pris plus 7 ans dans les gencives d'âge médian. Bon, le Japon qui était presque à des niveaux pré-industriels traditionnels, il est passé de 22 ans et demi d'âge médian à 45 ans. Donc, ils ont pris plus 22 ans et demi d'âge médian dans les gencives. Double. Voilà. Et pour l'Allemagne, elle est sur quelque chose d'intermédiaire, mais quand même pas mal. Ils sont passés de 35 à 44. Ils sont plus près du modèle japonais, en fait. Donc, eux, ils ont pris 9 ans, les Allemands. Alors, évidemment, si on fait des projections, à 2030, le Japon sera à 52 ans, les États-Unis à 40, nous à 42, l'Allemagne à 49. C'est des structures de population qui n'ont jamais existé dans l'histoire. C'est vraiment... c'est tout à fait... en tant qu'historien, l'important, c'est de sentir ce que ça veut dire. Alors, maintenant, je vais passer un peu à ce que sont ces vieux, à ce que sont les causes de cet emballement du nombre des gens âgés, il faut l'appeler comme ça. Je suis embêté parce que j'arrivais avec l'idée que j'allais confronter à des gens d'âge actif, nettement plus jeunes que moi, et donc j'allais taper frénétiquement sur les gens de ma génération. Je suis accueilli par l'un de vos chefs suprêmes qui me dit qu'on a le même âge, donc je ne peux pas le faire avec un tel enthousiasme. Je suis un peu freiné dans ma volonté masochiste d'autodestruction. Voilà. Mais voilà, alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que la première idée qu'on a pour expliquer cette révolution grise, en fait, c'est la première chose à laquelle on va, c'est d'ordre médical, et c'est la révolution cardiovasculaire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé dans le domaine médical qu'on n'attendait pas, et il y a un certain type de crise cardiaque, de décès soudain, etc., qui, si vous parlez des cardiologues, et si on se suit, n'existe plus, en fait. Mais c'est une partie des choses, et pour moi, l'important, j'en avais discuté il y a longtemps avec mon copain Jean-Claude Chenet à l'INED, la raison encore plus fondamentale de cette espérance de vie accentuée des gens âgés, c'est l'amélioration matérielle de leurs conditions d'existence. Je veux dire, c'est l'un des effets de la sécurité sociale, et l'une des constantes, des choses qui concerne l'ensemble du monde occidental, c'est une formidable amélioration des conditions de vie matérielles des vieux par rapport aux jeunes. Le plus simple, je ne vais pas rebalancer des tonnes de chiffres, mais je dirais que le plus simple, c'est de parler des États-Unis, qui est le pays où on vous dit qu'il y a des vieux qui doivent travailler avec 70 ans, c'est le pays qui évoque l'insécurité, l'instabilité, la nécessité de s'adapter. Mais les États-Unis sont typiquement un pays où la condition des personnes âgées s'est améliorée dans des proportions absolument phénoménales. Et par exemple, l'un des indicateurs, c'est là-bas, c'est la proportion de chefs de ménage de plus de 65 ans, par exemple, vivant dans la pauvreté. En 1967, aux États-Unis, c'était 33% les chefs de ménage de plus de 65 ans vivant dans la pauvreté, indicateur défini de façon relative. En 2010, on est, au terme de crise, de ralentissement de la croissance, on est à 11% de ces plus de 65 ans vivant dans la pauvreté.
pour les jeunes, on est dans la trajectoire inverse. En 1967, le taux de pauvreté était de 12%. Et maintenant, il est à 22%. C'est-à-dire qu'il y a eu croisement. Donc, l'une des raisons fondamentales je dirais, de l'augmentation de longévité des populations âgées, c'est comment dire, une amélioration des conditions matérielles de stabilité, de richesse, de soins, etc. Alors, le bien-être physique, alors évidemment, je ne me souvenais plus que j'avais commencé dans des gémissements au téléphone, en me plaignant de mes pilules quotidiennes. J'étais content de voir que la balance, tout n'y était pas en fait. J'ai pas tout écrit. D'accord, voilà, parce que je peux me plaindre beaucoup plus longtemps de mes problèmes de santé. Mais, comment dire, la réalité, c'est que quand on se place au niveau du psychique, les gens âgés, enfin les gens au-delà de 50, 60 ans, il va falloir nuancer ensuite, se sentent assez bien. L'INSEE mesure des indicateurs de bien-être psychologique par âge, et c'est des courbes très jolies, il y a les mêmes pour l'ensemble du monde occidental, et en fait, entre 50 et 70 ans, le bien-être psychologique, le sentiment de bien-être augmente. Alors, c'est vrai qu'à partir de 70 ans, il y a quand même un petit flottement. Et puis, il faut faire fin. Il y a la phase après, les dernières années, je veux dire, on entre dans les gros problèmes médicaux et effectivement, c'est moins jovial. Donc, en fait, à un certain stade, il faut quand même distinguer plusieurs âges de vieillesse. Mais il y a ce paradoxe d'un âge qui est censé être un âge de déclin et qui, en pratique, en termes de bien-être matériel et de bien-être psychologique, tel qu'on peut le mesurer par des sondages d'opinion ou autres, la situation s'améliore. Ce n'est pas simplement psychologique. Le taux de suicide augmente avec l'âge en principe, mais il continue d'être plus élevé au-delà d'un certain âge. Mais l'une des grandes tendances, je sais qu'on est censé dire que tout va plus mal et qu'on vit dans la sécurité, mais le taux de suicide s'est effondré dans un pays comme la France et dans tous les pays du monde occidental, sauf le Japon, et fondamentalement parce que le taux de suicide des gens âgés est en baisse. Si vous prenez les années 2000-2006, les hommes de 74 ans baissent de 14% du taux de suicide. Les femmes, 8% de baisse. Alors sur les antidépresseurs, j'ai des données contradictoires. Certaines séries disent que les personnes âgées consomment plus d'antidépresseurs, d'autres disent le contraire. C'est pas. Nos amis ont peut-être un avis sur la question, hein. Oui, mais je lance. Moi, j'ai dit que j'ai trouvé des séries un peu divergentes. Alors, il y a. On pourrait, à ce stade, j'ai envie d'essayer presque envie de spéculer. C'est ce qu'on avait fait, je crois, au téléphone. Librement, ce serait intéressant d'expliquer ce sentiment de bien-être alors qu'on s'avance dans ce qui autrefois était considéré comme un naufrage. Hein. Donc il y a toutes sortes de dimensions subjectives. Il y a la sécurité matérielle, il y a la sortie de l'insécurité des conflits d'existence. Je ne peux pas m'empêcher de faire ces blagues, etc. Il y a certainement une évolution hormonale apaisante qui fait baisser les tensions et l'anxiété, je n'en dirai pas plus. Alors, ça donne une vie. Je crois vraiment qu'on devrait commencer à réfléchir sur ce qu'est la vie de ces populations ayant dépassé un certain âge. C'est vraiment, moi je le trouve personnellement, c'est un âge intéressant. C'est vrai qu'on est apaisé, on vit avec un soupçon d'inquiétude. Il y a une sorte de... Je suis démographe, donc j'ai une vision cruelle des choses. Donc on peut voir la vie comme une sorte de... On sait que les taux de risque sont faibles quand même, hein, je veux dire, puisqu'il y a ces sens de vie, mais il y a quand même ce qui ravive le plaisir de la vie, c'est ce côté loterie négative. Et à partir d'un certain âge, on va tirer des merdes, on ne sait pas lesquelles, en fait, en termes de santé. Ça va être une surprise. Mais comme les taux généraux d'affection sont assez bas, peut-être ça te redonne du sel à l'existence, donc on profite pleinement. Mais enfin, cela dit, ça donne un monde complètement différent psychologiquement et qui échappe à toutes les catégories de la métaphysique ancienne. Par exemple, je me souviens de... Je veux dire, c'est vraiment... c'est difficile de traiter des sujets comme ça en 20 minutes. Donc j'essaie d'évoquer avant qu'on coule,
d'étais, mais par exemple, moi, l'une des choses qui me hante, c'est, je me souviens d'époque où j'étais jeune et insouciant, et très énervé, très en colère, et très mal dans ma peau, pas... Avec des hormones qui attaquaient, en gros. Avec, mais même qui apparaissaient à l'époque, on peut le dire, dont je ne pressentais pas du tout la disparition lointaine, et je me souviens donc on réfléchit sur la mort, on se pose des tas de questions, donc on tombe sur les trucs d'Épicure, qui dit la mort, aucune raison d'avoir peur, avant ça ne nous concerne pas, après ça ne nous concerne plus, ce qui évidemment est devenu complètement faux, puisque maintenant on est dans des processus préventifs, d'autosurveillance, et donc c'est quand même le vieux dynamique est un vieux qui surveille et qui profite de l'existence, mais qui n'en finit pas de penser à la mort. C'est très particulier. C'est très important pour la suite. Hein. Il y a un psychisme particulier, il y a une sorte d'horizon, etc. Alors, maintenant, je vais essayer de parler rapidement et brutalement des effets sociaux et politiques je commence à baliser, là, c'est plus que Non. On est là depuis 9 heures et il ne s'est rien passé. Voilà, il y a d'autres façons de mourir que de devenir vieux, en fait. Par exemple, je vais vous donner un exemple d'un truc qui m'a frappé parce que je suis démographe. Alors évidemment, un démographe va être hyper rationnel sur ces concepts, mais je suis un terrorisé de l'avion. Mais je reconnais qu'à partir d'un certain âge, j'ai eu un rapport plus apaisé à l'avion, car je sais professionnellement que le risque d'autodestruction endogène est très supérieur au risque d'accident. Donc maintenant, je vole paisiblement en avion. Une sorte de sérénité qui vient avec l'âge. Alors, comment dire, les questions, pour être un peu sérieux, il faut d'abord voir ce que représente sur le plan politique et électoral l'augmentation du nombre des vieux dans une société. Ça, c'est fondamental. D'abord, j'ai parlé des âges médians. Le corps électoral, ce n'est pas l'âge médian en général, parce que les moins de 18 ans, ou même les moins de 20 ans, en pratique, ne votent pas. Et donc, l'âge médian du corps électoral va être encore plus élevé que l'âge médian de la population. Donc, l'âge médian du corps électoral aux États-Unis, maintenant, c'est 48 ans. L'âge médian du Japon, du corps électoral, c'est 53 ans. Et l'âge médian de l'Europe, c'est 50 ans. Mais en fait, ça veut dire qu'il y a des pays qui sont proches des États-Unis, et la France doit être proche des États-Unis, et des pays comme l'Allemagne qui sont proches du Japon. Et encore une fois, dans le cas d'un pays comme l'Allemagne, ça doit être sous-estimé, parce qu'évidemment, ce que j'ai donné, ces chiffres que j'ai donnés ne sont pas le corps électoral à proprement parler, mais la population au-dessus de 20 ans, et il faudrait retirer les immigrés qui sont plus jeunes. Donc on a des corps électoraux qui sont, je m'excuse de le dire, des corps électoraux de croulants. Je veux dire, vraiment, la démocratie, je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendus. Je suis sur la ligne britannique habituelle, je ne sais plus si c'était Churchill ou un autre. La démocratie est le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Mais il y a réellement, je dirais, la possibilité, dans la situation où on est, d'un fonctionnement démocratique qui est perturbé par la structure d'âge, simplement. Et bien entendu, les politiques, dans leur gestion de la société, vont de plus en plus, en le calculant ou dans la pratique, se comporter, le politique veut se faire réélire, je veux dire, en défenseur fidèle des intérêts du groupe majoritaire dominant, et en l'occurrence, de la population âgée. Et je veux dire, ça permet, je veux dire, ce calcul très simple permet de comprendre pourquoi tous les choix économiques des pays les plus avancés, je veux dire, dans le monde, les pays de la triade, les États-Unis, l'Europe, le Japon, sont des choix économiques où l'arbitrage est fait dans l'intérêt des vieux, dans l'intérêt des gens âgés. Donc il y a un dogme, un truc absolu dans les pays les plus avancés, c'est l'un des dogmes de la globalisation, qui est le dogme du libre-échange. Donc le libre-échange est merveilleux, je ne rentre pas dans le débat, mais la théorie du libre-échange, le théorème de Heckscher-Ohlin nous dit que le libre-échange favorise
dans chaque pays le facteur de production relativement le plus abondant. Facteur de production, vous calez en termes démographiques, les vieux, ça va être le capital, hein, et les jeunes, ça va être le travail. Et ce qui est peu abondant dans les sociétés les plus avancées, c'est les jeunes. Donc en fait, les mécanismes, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le mécanisme même du libre-échange crée les conditions d'un écrasement économique de la jeunesse, je dirais, et d'un avantage relatif aux gens. Le capital, ça peut être du petit capital s'il s'agit de maisons, d'appartements, etc., ou le capital dans son sens habituel, je dirais, de grande ampleur. Les chiffres que j'ai cités tout à l'heure pour les États-Unis, mais j'aurais pu en citer d'autres, où je parlais de ces vieux échappant à la pauvreté et de ces jeunes rentrant dans la pauvreté, c'est l'un des effets mécaniques de ce genre de gestion de l'économie, par le libre-échange. C'est la théorie du libre-échange. Je dis, là, je ne suis pas un révolutionnaire destroy, etc. C'est juste, la théorie dit ça. Elle ne le souligne pas que ça touche les jeunes, mais la théorie dit ça. L'euro, après la politique du Francfort, c'est encore une fois le choix d'une monnaie forte, le choix de la déflation. C'est encore quelque chose qui est excellent, je dirais, pour les populations âgées, pour les retraités à traitement plus ou moins fixe ou faiblement indexé. Et bien entendu, l'euro est quelque chose qui aggrave, particulièrement dans les pays à démographie relativement dynamique comme la France, qui accroît les difficultés d'existence des jeunes. Tout ça n'est pas dit, mais en fait, toutes ces choses sont, je dirais, tous les choix, ça n'est jamais discuté, mais tous les choix de politique économique qui sont faits en faveur des gens âgés, mais je crois simplement parce que les gens âgés dominent le corps électoral. On pourrait ajouter l'absence de politique du logement. Une époque où, après-guerre, l'État avait un rôle actif dans la politique du logement. On partait du principe qu'il y avait des jeunes ménages qui s'installaient et donc on construisait. Aucun marché du logement ne peut fonctionner de façon autonome sans l'aide de l'État. Donc la rétraction de la politique du logement fait partie de ces choix. Alors, il reste quand même une contradiction. Il ne faut pas non plus noircir le tableau. L'investissement, l'investissement démographique et d'enseignement surtout reste lourd quand même. Il y a un mot, il y a quelque chose qui reste dans l'engagement des dépenses de l'État pour la jeunesse, c'est l'engagement pour l'enseignement secondaire et supérieur notamment, qui s'est énormément développé. Et bien entendu, quand on parle des jeunes et des vieux, on parle de gens maintenant. Donc on a des jeunes, certes appauvris tendanciellement, des populations âgées qui profitent, il faut dire, de la situation, mais avec un truc d'éducation inversée. C'est-à-dire que, bien entendu, les jeunes sont beaucoup plus éduqués que les vieux. Donc les jeunes qui sont écrasés sur le plan du marché du travail, etc., sont des jeunes qui sont 3 fois plus éduqués que les vieux. Donc vous prenez la proportion de gens qui ont le baccalauréat ou plus par génération, vous allez trouver, pour les plus de 65 ans, 13%, gens qui ont le bac ou plus, et pour les 25-39 ans, vous avez 49% maintenant. Donc on est vraiment dans une sorte de... Mais là, il y a un paradoxe, il y a une contradiction qui n'est pas résolue quand même. Parce que je veux dire si ces gosses ont pu faire ces études, c'est que le système a mis l'argent qu'il fallait. Donc on est dans un truc de tension. Et au stade actuel, on n'est pas... je vois, ça n'est pas possible de dire qu'on a complètement sombré dans la sénilité sociale. Le concept me vient, c'est-à-dire dans une société qui consacre l'essentiel de ses ressources à l'entretien de sa population âgée. Et il y a donc une dynamique éducative, d'enseignement, qui explique ce paradoxe fondamental qu'on est simultanément... C'est pour ça que c'est difficile à réaliser les choses. On vit une révolution technologique extraordinaire. Ça bouge terriblement sur le plan technologique. On a l'impression que ça bouge tout le temps. Donc d'un côté, on est dans une société qui bouge extrêmement vite, Internet, enfin tous les trucs habituels, les papotages planétaires par Skype,
pour le travail, avec des copains. Je veux dire, c'est impossible de se penser comme étant dans un monde inerte. Hein. Mais d'un autre côté, ce monde technologiquement extrêmement mobile est en fait, au niveau politique et dans la répartition présente et sans doute à venir des masses financières, de plus en plus accaparé par les vieux. Mais ça produit des dysfonctions. Moi maintenant, il y a un truc que j'appelle le kervielisme, en fait. Je cherchais un mot. L'affaire Guillaume Kerviel m'a vraiment... Jérôme Kerviel m'a vraiment intéressé parce qu'on était au cœur du paradoxe. Donc on a ce jeune breton qui perd les pédales en tant que trader ou autre, dans une boîte. La boîte, la Société Générale, incarne le capital dans toute sa splendeur. Elle est contrôlée par des vieux irresponsables, mais des vieux irresponsables qui, visiblement, ne comprennent pas ce qui se passe dans leur propre boîte. Vous savez, ils sont là, eux ne seront pas punis, mais en fait, les types comme Kerviel, qui ne comprennent pas non plus ce qui se passe, mais qui, eux, peuvent manier les instruments de technologie moderne, je veux dire, arrivent à faire n'importe quoi. Vous voyez, on est au cœur. Et c'est un paradoxe mondial. C'est-à-dire que c'est gros de risque, en fait. Si vous prenez le monde actuel, alors tout le monde nous parle des émergents, de ces pays jeunes, je veux dire, qui occupent des places de plus en plus importantes sur le marché mondial, la Chine, l'Inde, etc. Je veux dire, ça existe, mais si vous prenez la production de brevets, c'est-à-dire des choses qui changent, l'innovation technologique, jamais la production... Alors les Chinois déposent des brevets, hein, mais on attend de voir les produits correspondants. Hein. Mais la production de brevets n'a jamais été à ce point aussi concentrée sur les pays de la triade. Je crois que les États-Unis, c'est un gros tiers, le Japon, c'est un petit tiers, et l'Europe, ça doit être 20%, avec l'Allemagne à 9%, des choses comme ça. Notez la place du Japon, qui, avec sa population la plus âgée du monde, trouve encore le moyen de produire le tiers des brevets mondiaux. Parce que le niveau éducatif de sa population, là-bas, on est à 50% des gosses qui font des études supérieures. Et avec une croissance flat, une croissance à plat. La croissance à plat, c'est la structure de la population. Voilà. Le dynamisme technologique, c'est bien entendu ce niveau éducatif des jeunes. Donc on est dans un moment, mais on est à... je crois qu'on est à la limite. On est à la limite. Donc je n'ai plus la force de travailler, de tout faire, mais mon fils cadet m'a mis sous le nez un article très intéressant d'un démographe je crois qu'il enseigne à Berkeley maintenant, aux États-Unis, qui s'appelle Ronald Lee, c'est un type très connu dans le métier, qui s'est efforcé de formaliser, de modéliser les transferts générationnels, en fait, d'argent générationnel. Il est arrivé, il a écrit des tartines, il a monté un centre d'études, il calcule les chiffres auxquels ils arrivent sur le résultat de travail d'équipe monstrueux, où ils arrivent à affecter toutes les dépenses et tous les gains à des âges de la vie, et finalement, il est arrivé à une sorte de truc extrêmement simple. Il calcule l'âge moyen à la production des biens et services et l'âge moyen à la consommation des biens et services. Donc il est évident que si l'âge moyen à la consommation est inférieur à l'âge moyen à la production, vous me suivez? Moi, quelquefois, j'ai du mal avec cet indicateur. Je sens qu'il est très bien, mais c'est pas... Donc vous avez un flux de richesse qui descend des adultes vers les enfants, statistiquement. Et si l'âge moyen à la consommation passe au-dessus de l'âge moyen à la production, ça veut dire que le flux de richesse dans la société s'oriente vers les personnes âgées. Alors c'est très intéressant parce que là, on est au bord du point d'inflexion. Il ne faut pas dramatiser. Dans l'ensemble des pays, y compris les plus âgés, comme l'Allemagne et le Japon, il y a encore... L'âge moyen à la consommation est encore un petit peu inférieur à l'âge moyen à la production. Je ne me suis pas trompé. Oui, c'est ça. Voilà. Mais dans des pays comme l'Allemagne et le Japon,
je veux dire, sont au bord du renversement. C'est-à-dire on se prend dans les gencives 1 ou 2 ans d'augmentation de l'âge médian, et on entre dans un système où simplement les flux, les transferts privés et publics, mélangés, je ne suis pas uniquement sur la dépense privée, s'orientent des populations, je veux dire, majoritairement vers les populations âgées. Je boucle. Voilà. Et je vais terminer. Voilà. Alors, comme je dois boucler, je vais boucler sur une très belle histoire juive qui me paraît résumer le problème de nos sociétés, car bien évidemment, on ne peut pas, il est tout à fait évident qu'une société, les sociétés humaines ne sont pas faites pour consacrer leur énergie aux personnes âgées. En logique darwinienne de survie et de reproduction des espèces, je veux dire, ça n'est pas ça. Et il y a un très beau résumé. Il y a les mémoires ou le journal d'une juive allemande du XVIIe siècle qui s'appelait Glückelhammel, qui racontait l'histoire d'un pélican. Un pélican qui, je ne sais pas, il se passe un truc horrible, il doit transporter ses gosses de l'autre côté de la mer. Et donc il prend le premier dans son bec de pélican, puis il arrive au-dessus de la mer, et puis tout d'un coup il demande à son gosse, il dit « Mais après tout, je suis là à me décarcasser, à te sauver, pourquoi est-ce que je fais ça ?» Il dit « Ah papa, je fais ça parce que quand tu seras vieux, plus tard, je m'occuperai de toi, etc. » Hop, il le fout à l'eau. Il en prend un deuxième, je vais essayer d'aller vite, même topo, même réponse, hop, il le fout à l'eau. Et puis il en prend un troisième, pose la même question, pourquoi est-ce que je fais ça? Il dit, eh bien parce que quand je serai âgé, plus tard, je ferai la même chose pour mes propres enfants. Je veux dire, c'est une profonde sagesse, en fait. Je veux dire, c'est ça. Je veux dire, ce qui rend une espèce animale compétitive dans l'histoire de la biologie de la planète, c'est qu'elle s'occupe de ses enfants et pas de ses parents. C'est terrible à dire. Et on est, en ce moment, les sociétés occidentales sont à ce moment du choix de est-ce qu'on s'occupe des jeunes ou est-ce qu'on s'occupe des vieux. C'est courageux à mon âge de dire ça. Je pense que vous vous rendez compte que je suis en train de scier la branche sur laquelle je suis assis. Voilà. Je voudrais vous emmener un petit peu plus loin dans vos retranchements. Vous parlez à plusieurs fois du caractère cataclysmique de cette évolution. Pourquoi? En quoi c'est forcément cataclysmique? Mais je ne sais pas comment dire. Je sais qu'il y a une... ce qui a été à la mode pendant très longtemps, c'était de dire oui, mais les vieux ne sont plus vraiment des vieux, en fait. Oui. Oui. Ah oui. Ben, attendez. Non, les vieux ne sont plus vraiment C'est des vrai. vieux. À 70 ans aujourd'hui, on a beaucoup plus de potentiel, peut-être même sur les hormones, qu'un homme de 70 ans il y a 50 ans. Oui, potentiel aidé dans ce cas-là. Mais... progrès de la médecine. Mais oui, je veux dire, c'est pas faux, c'est absolument évident que les gens sont en bien meilleur état. Plus heureux. Mais je pense que j'ai été loyal, honnête, j'ai pas... Ça ne me surprend pas de vous. Et, mais on n'est qu'au début de cette évolution, ou au milieu, j'ai dit à la veille d'un point d'inflexion. Et je crois que c'est... mais je crois qu'on en avait parlé au téléphone de ça. C'est-à-dire que l'orthodoxie, pour sortir de ce problème, en vérité, totalement insoluble sur le plan politique, puisqu'on est en commun des passés, la population ne va pas rajeunir. En Russie, elle a un peu rajeuni avec l'explosion du système, à un moment donné. Les Russes sont statistiquement moins vieux parce que l'espérance de vie est très basse là-bas. Mais c'est une solution, j'indique des pistes. Donc il y a donc on est beaucoup, etc. C'est pas faux. C'est vrai que par exemple ce qu'on appelle vivre à l'INED. Moi quand je suis entré à l'INED, je veux dire on trouvait dans l'ascenseur des trucs annonçant des séminaires sur la natalité. La reproduction, la croissance de la population, maintenant on arrive, glauque le matin, et puis on trouve un séminaire, l'évolution de l'espérance de vie sans incapacité. Putain, ça fait rêver. Alors c'est vrai qu'en fait, en première approche, les indicateurs, si on considère les incapacités graves,
ce que vous suggérez était vrai, c'est-à-dire que les gens sont en bien meilleure santé, et le nombre d'années pourries qu'on a pour terminer hein, est stable. C'est-à-dire que je ne sais plus ce que c'est, je ne veux pas y penser, mais je ne sais pas si c'est 3, 4, 5 ans pourris en moyenne statistiquement, mais ça n'a pas augmenté. Mais j'en parlais l'autre jour avec Hervé Lebras, qui a été mentionné, donc je peux le citer en son absence. Il a 8 ans de plus que moi, et lui c'était un grand adepte du jeunisme, hein, de l'idée. Et effectivement, je peux témoigner qu'il a une puissance de travail absolument exceptionnelle, plus grande que la mienne. Quand on travaille ensemble, il me fatigue, alors qu'il a 8 ans de plus que moi. Mais l'autre jour, il me confessait qu'il était tombé sur des statistiques, je ne crois pas qu'il a encore publié là-dessus, mais je ne pense pas le trahir, c'est que si on s'intéresse non pas aux grandes incapacités, de choses graves qu'on peut imaginer, de mobilité, des trucs comme ça, mais aux petits trucs qui ne vont pas, je ne rentre pas dans les détails, hein, je veux dire, baisse d'acuité auditive, visuelle, bon, c'est bon, hein, tout le monde peut imaginer ce qu'il veut. C'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on obtient, je m'excuse auprès des gens qui ont mon âge, ce qu'on a, c'est effectivement une vie beaucoup plus longue, où en gros ça va, absolument pas dramatique, on est bien, et d'ailleurs psychologiquement on est bien, mais je veux dire, c'est pas vrai qu'on est comme avant. C'est pas vrai qu'on court aussi vite, qu'on pense aussi vite, que les facultés de concentration sont les mêmes. C'est juste pas vrai. Je veux dire, il faut voir le mal que j'ai à me mettre pour écrire le bouquin que je dois écrire. Je veux dire, ça serait de la... Je reconnais que c'est pas terrible pour un mec qui est statisticien de dire prenons un exemple au hasard, moi. C'est ce que disait ma mère. Je reconnais que c'est assez peu classe sur le plan méthodologique, mais quand même, je veux dire, on est, comme disait ma grand-mère, on est tous fait pareil quand même. Donc, et en fait, il y a un ralentissement. Et moi, je me souviens, ça on en avait parlé, la question que je me pose, c'est, vous savez, l'esprit d'une époque, hein, le Zeitgeist, comme on dit en allemand, les mentalités à un moment donné, c'est les résultats d'une agrégation de toutes sortes d'attitudes dominantes et autres. Et moi, j'ai le sentiment que ce qu'on a actuellement, c'est une mentalité dominante âgée qui, en fait, au contraire, pèse sur les jeunes. Quand je vois des gens qui entrent dans la vie active en pensant à leur retraite et obsédés d'achat immobilier, je me dis qu'en fait, on dit l'orthodoxie, c'est dire les vieux sont jeunes maintenant. Mais on peut aussi poser la question, est-ce que ce n'est pas les jeunes qui deviennent vieux dans une société dominée par les vieux? L'idée qu'on est dans des logiques de compression budgétaire et qu'on essaie, etc. Mais au stade actuel, la démographie fournit toujours un raccourci pour ces choses-là, parce qu'on a les indicateurs à l'arrivée, et donc on peut dire, peut-être qu'on démolit le système de santé, mais ce que les démographes constatent, c'est que l'espérance de vie continue d'augmenter, que la mortalité infantile, ça il s'agit des jeunes, n'a jamais été aussi basse. Mais même aux États-Unis, il y a eu un vrai flottement du système de santé. L'espérance de vie des femmes avait commencé à stagner, ils ont pris du retard, et puis c'est reparti. Mais en fait, pour le moment, on n'a pas du tout d'indicateur de dégradation. Alors peut-être que le système de santé se dégrade et que les gens vont de mieux en mieux, mais je pense qu'il y ait des tensions, vous voyez, je ne sais pas, mais moi je ne... Les indicateurs démographiques... Pour l'instant, vous ne le voyez pas, pour l'instant. Comment ? Vous ne voyez pas d'effet, Je ne vois pas de... Peut-être qu'on y arrivera. Moi, je pense que dans la durée, le blocage du processus décisionnel, je ne pense pas qu'une... C'est pour ça que j'avais terminé sur cette histoire du pélican. Je ne pense pas que les sociétés puissent vivre simplement... il y a quelque chose... C'est tragique en un sens. C'est absolument génial que les gens vivent si vieux. C'est extraordinaire. C'est une sorte de libération de l'espèce humaine. Je
Il y a des livres qui sont sur la façon dont les hommes ont échappé à la pauvreté, à la maladie, etc. Mais c'est juste que il y a un ensemble de paramètres, de baisse de fécondité, une société ne peut pas vivre sur ce déséquilibre. Avec en plus des indicateurs. La France, ça va encore en termes d'indicateurs de fécondité, de projection sur l'avenir par la production d'enfants. Mais une société ne peut pas vivre avec une fécondité de 1,4 enfants par femme en consacrant toute son énergie à sa population âgée. Je veux dire, c'est forcément un moment transitoire. Je suis en train d'essayer d'écrire un livre de prospective et je galère, je repousse. C'est pas juste un processus de destruction de neurones, c'est que ça devient réellement très compliqué aussi à n'importe quel âge. La première chose à faire, et c'est un peu le sens de ma réponse sur la dégradation du système de santé, c'est de ne pas rentrer dans le catastrophisme ou le démographisme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire dire, c'est pas vrai que tout va plus mal. En fait, au stade actuel, on ne peut pas mesurer, on reste dans une société, et l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles le système politique ne bouge pas, il n'y a pas que la vieillesse du corps électoral, il y a qu'en vérité trop de gens auraient trop à perdre parce que ça ne va pas si mal. Contrairement à ce qu'on pense, bon, jamais la violence n'a été à un niveau aussi bas, le taux d'homicide a baissé, le taux de suicide a baissé, toute la vision du monde qu'on a à la télévision sensationnaliste, même à l'échelle mondiale, hein, malgré l'ISIS, je reconnais un peu inquiétant comme concept, ou ce qui se passe en Ukraine, jamais la planète n'a été aussi peu violente. Et contrairement à ce qu'on pense, jamais les sentiments atroces, racistes, massacreux, etc., n'ont été à un niveau aussi bas. Donc c'est juste, c'est pas possible d'être pessimiste quand on a ça. Si on prend tous les pays émergents, c'est-à-dire l'ensemble de l'humanité, là, ce qu'on a, c'est qu'on a, le côté positif, c'est-à-dire que on est au bord de l'atteinte d'un contrôle démographique. Je ne sais plus, je crois que l'indicateur de fécondité à l'échelle de la planète doit être un peu supérieur à 2 maintenant. Il y a des pays qui diminuent, il y en a d'autres qui augmentent encore. L'Afrique continue d'augmenter assez vite. Mais dans l'ensemble, la population du monde semble s'orienter vers quelque chose qui n'est pas du tout catastrophique. L'alphabétisation universelle est au bord d'être réalisée pour l'ensemble de la planète. Les jeunes générations sont partout alphabétisées. Dans un premier temps, ça produit des déstabilisations, des crises de transition, des choses parfois atroces, comme en Syrie, en Irak ou dans certains pays africains. Mais quand on regarde l'ensemble de l'espèce humaine, c'est juste impossible d'être pessimiste. Il y a quelque chose vraiment de... Moi, je crois en l'éducation et je trouve ça génial. Maintenant, le problème, c'est que quand on regarde ce vieillissement des pays les plus avancés, qui contrôlent encore le système, puisque l'une des escroqueries intellectuelles de l'époque, c'est de dire que les émergents contrôlent le système. Je veux dire, la globalisation, la mondialisation, le libre-échange, la liberté de circulation, tout ça, c'est quelque chose qui a été imposé d'abord par les États-Unis et puis par toutes les multinationales des pays de la triade. En fait, c'est les pays âgés qui contrôlent encore le système et qui d'ailleurs sont en train de l'amener à la stagnation. Mais encore une fois, il ne faut pas... Le monde n'est pas si violent. Les pays les plus avancés, dont je reconnais que l'histoire russe est un peu préoccupante dans la durée, mais sont beaucoup plus amenables à la négociation et à la coopération qu'autrefois. Donc il n'y a aucune raison de s'affoler. Hein. En général, il n'y a pas d'urgence. Mais ces choses étant dites, il y a ce phénomène de non-réversibilité du vieillissement des corps électoraux qui nous dit que de plus en plus, ces pays âgés qui mènent la danse vont d'une part perdre leur dynamisme de création technologique, je dirais, maintenu par l'éducation des populations jeunes. Ça ne peut pas durer indéfiniment. Et puis se révéler incapable, pour des raisons d'équilibre politique, politico-démographique, de prendre des décisions. Il y a un truc que j'ai oublié de dire, c'est souvent, qui est vraiment très... Si on cherche à se projeter dans le futur, je pense que vous avez été confronté à la spéculation sur le problème du court-termisme, c'est-à-dire de l'obsession
d'une gestion à très court terme avec un horizon limité, qui est associé souvent au capitalisme anglo-saxon et à des choses comme ça, et qui s'opposerait, je dirais, je ne sais pas comment dire ça en français, au long-termisme, les visions à long terme. Et à l'instinct, je pense qu'on vit, moi en tout cas, je vivais avec l'idée fausse que c'est les jeunes qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, qui sont dans la folie de l'instant, et qui sont, j'associe à l'idée de court-termisme à l'idée de jeunesse. Mais en fait, je me dis non, c'est erreur complète. Je veux dire, les gens qui ont une grosse espérance de vie et qui peuvent penser en termes de long terme, justement, c'est bien les jeunes. Et l'espèce de vision masochiste de la vieillesse que je décrivais, de ces vieux qui se sentent bien, etc. Je sais pas, vous voyez, l'un des thèmes, on parle beaucoup de l'excès d'individualisme, même du narcissisme des populations. Moi, l'un des concepts sur lesquels ça a été mentionné, sur lequel j'essaie de réfléchir maintenant, c'est le narcissisme des vieux. Je veux dire, les mecs, on attribue l'individualisme, le narcissisme, l'individualisme extrême et le narcissisme à mai 68. Donc on pense à des jeunes, mais maintenant on a les 68 ans âgés, toujours narcissiques. Je veux dire, et la vision d'un vieux narcissique est terrifiante. Mais c'est le vieux narcissique qui sera court-termiste, parce que si vous ne pensez qu'à vous, si vous n'êtes plus dans un système de représentation collective associé, je veux dire, évoquant la continuité du groupe, les enfants, etc., si vous ne pensez qu'à vous et que vous avez... Alors c'est bien les espérances de vie à 60 ans que j'ai données, mais c'est moins bien que les espérances de vie à 20 ans. Et c'est ce monde-là qui me fait peur, en fait. D'un côté, on a Internet et tout ce qui change, et d'un autre côté, on a une vie idéologique qui ne bouge plus. Et pour moi, c'est impossible. On est dans un système politique. Le système politique, il est sénile. Emmanuel, est-ce que le fait qu'il y ait un contraste entre les indicateurs objectifs qui montrent, comme vous l'avez énuméré, que la situation n'a probablement jamais été aussi peu menaçante, et où en même temps on observe un pessimisme, notamment en France, un pessimisme social collectif énorme, ne tient pas précisément au fait que les populations âgées sont objectivement heureuses de leur sort, aux détails que vous avez mentionnés, mais inquiètes du sort des générations qui les suivent. Est-ce qu'on peut raisonner comme si les générations étaient étanches les unes aux autres? On connaît tous autour de nous des gens âgés, on en est parfois, ou on s'apprête à l'être, qui sont contents pour eux, mais qui se font un sang d'encre pour les générations suivantes, pour la raison que vous dites, à savoir que le sort qui leur est réservé est beaucoup moins enviable que celui qui était le nôtre à leur âge. Je crois que les gens, le réflexe humain fondamental, c'est de s'inquiéter pour ses propres enfants. Oui. Dans ce contexte. Mais ça, tout le monde le fait. Mais s'inquiéter pour ses propres enfants, ça ne donne pas une politique nationale en faveur de la jeunesse. C'est-à-dire qu'en fait, justement, les gens s'occupent de leurs propres enfants et estiment qu'ils ont fait leur devoir en termes de transfert intergénérationnel. Donc en fait, le seul truc auquel ça aboutit, ça permet aux enfants des classes les plus favorisées... C'est les donations partage, en gros. Des choses comme ça. Voilà. Dans d'autres milieux, ça va être l'attention aux études, et les enfants de professeurs s'en sortent mieux que d'autres. Mais cela dit, les gens qui arriveront sur le marché du travail, les jeunes, seront collectivement dans des situations pourries, ne pourront pas avoir un logement décent, et on est au bord de la rupture. Je veux dire, par exemple, regardez quelque part quand vous voyez la structure d'âge du lectorat des grands news des hebdos français, Le Point, L'Observateur... Mais il s'effondre. Enfin, l'âge augmente et le volume s'effondre. J'avais un copain très drôle, juste mon âge, qui avait été enquêté pour l'Observateur auprès de lycéens. Donc il dit, une lycéenne, il dit, oui, l'Observateur, vous connaissez? Et la fille répond, oui, c'est un journal que ma grand-mère lit, en fait. Et ce qu'on va trouver dans des journaux, c'est des trucs d'une cruauté incroyable et inconsciente. C'est-à-dire qu'ils vont ils vont dire, oui... tout ce qu'on propose aux jeunes, en fait, c'est tellement merveilleux de s'expatrier dans le monde anglo-américain, d'aller tenter sa chance en Australie. Alors ça donne... Donc il y a un côté de, oui, cassez-vous les mecs. Ça, c'est si on a un diplôme. Alors maintenant, on a le bout du bout en termes d'abandon de la jeunesse.
C'est pour les mecs qui n'ont pas de diplôme. Ah, allez tenter votre chance avec l'ISIS en Syrie et en Irak. Vous avez un univers d'opportunités en termes de carrière. Vous voyez, je veux dire, ben si, je veux dire, personne, ce qui est absolument, moi je suis tout à fait partisan d'un contrôle policier extrêmement sévère, des types qui retournent. Je suis un vieux responsable. Et je ne souhaite pas du tout l'assassinat de tous nos gouvernants par des mecs surexcités revenant de ces boucheries. Mais ce qui est absolument scandaleux, c'est que dans le système d'information, moi, je travaille le matin, et puis l'après-midi, je regarde des séries télé américaines, et puis je regarde BFM TV, iTélé, enfin les trucs, beaucoup d'informations, quoi. Et donc j'ai vu beaucoup de débats, donc tout le monde s'inquiète sur les mesures policières, la stratégie, etc. Je n'ai pas entendu, ça doit commencer à être fait maintenant, mais pendant une longue période, j'entendais pas un mec se poser la question de savoir pourquoi 1000 gosses de nos banlieues avaient foutu le camp dans ces pays. Hein, pas toujours d'origine maghrébine d'ailleurs. Et de se dire, mais si vous rapportez aux effectifs de la population de ce groupe d'âge, avec une poursuite de correction par les histoires de religion, mais 1000 personnes, c'est énorme. Et donc, mais qu'est-ce que c'est qu'une société qui dit aux jeunes diplômés que l'Australie c'est super et qui conduit les jeunes pas diplômés des banlieues à aller tenter leur chance en Syrie? C'est une société gérontocratique et qui n'en parle même pas, comme si c'était un problème. Ça existe partout. Prenez l'Écosse, référendum écossais. Donc nous avons Cameron, avec son équipe de fils à papa passé par Eton. Je veux dire, il y a pire que l'ENA, hein, pour la production d'élite irresponsable. Je veux dire, en Angleterre, c'est une bande de fils à papa qui sont passés par Eton, les grandes public schools. Oxbridge. Ouais, non, c'est pire que... oui, bien sûr, ça se termine là, si on peut dire, mais Eton, c'est pire, quoi. C'est une école secondaire, en fait, pour fils à papa, en fait. Donc, il y en a plein. Donc, c'est des gamins. Ils ont été recrutés pour être Premier ministre au moment de leur puberté, pratiquement. Je veux dire, c'est... et donc, ils sont là, donc ils font leur politique même truc pareil. Donc, je pense que si je cherchais les évolutions de revenus selon les tranches d'âge en Angleterre, je trouverais le même genre de choses qu'aux États-Unis ou en France. Et donc on va voir Cameron se félicitant de ce que, grâce à son efficace politique d'austérité, de je ne sais quoi, etc., il a réussi mieux que les Français à faire baisser le coût du travail, parce que, en gros, un gouvernement qui réussit, c'est un gouvernement qui fait baisser le coût du travail. Donc en fait, le gouvernement qui réussit, maintenant, c'est celui qui fait baisser le niveau de vie, quoi, il faut dire la vérité. Hein. C'est ça le signe du succès social. Alors, donc il est là, il est au bord de se gargariser de plaisir, et hop, les Écossais se demandent s'ils ne vont pas foutre le camp. Et vous regardez le résultat du référendum écossais, 60% des jeunes ont voté pour l'indépendance. 70%. Donc vous avez, on est déjà confronté, pas simplement à des sociétés gérontocratiques, mais à des jeunes qui cherchent la porte, qui veulent partir. Le pessimisme général, j'ai oublié de répondre, mais j'ai oublié de répondre. C'est pas que j'évite, c'est que pour moi, c'est le discours politique sur la France. C'est vrai, quand on fait un sondage d'opinion, les gens disent des choses très négatives. Mais moi, tout ce que je dis, c'est que les pays où les gens disent moi des choses très négatives sont juste des pays à population naïve, sans tradition politique. Et je veux dire, les Français sont juste extrêmement lucides, vieux ou jeunes d'ailleurs. Donc il n'y a pas de... Et si on prend... terminons sur une note gaie quand même. Sur une note de gaieté et d'optimisme concernant la société française. Il suffirait de larguer les amarres avec nos voisins complètement amortis sur le plan démographique, mais un copain m'a envoyé un papier l'autre jour sur la baisse de la fécondité dans les pays occidentaux depuis le début de la crise de 2008. Donc on est déjà des pays qui sont en sous-fécondité en général. Et puis la fécondité a baissé. Donc aux États-Unis, il y a une baisse importante, partout sauf en France. Comment dire que la France est pessimiste? Je veux dire, le vrai mystère français, c'est que, certes, c'est le pays où rien ne marche. Si on fait la liste de tout ce qui ne va pas en France... Sauf après 22 heures. Non, mais je veux dire, il doit bien y avoir une raison pour que ce pays où rien ne marche, considéré comme totalement décadent, critiqué par les économistes, etc., soit envié et jalousé par tout le monde.
Il doit y avoir une raison. Et moi, je dirais qu'au stade actuel, si je rentrais dans du vrai... Je n'ai pas fait du comparatif. Hein, j'étais vraiment... Si je prenais les indicateurs comparés, je dirais que certes, tout ce que je dis est vrai, tout ça s'applique à la France, mais la France est certainement, de tous les pays de mon échantillon, celui qui va le moins mal. C'est le pays qui fait des enfants, c'est le pays où les femmes des classes moyennes font des enfants. Pour des raisons tout à fait inavouables, à savoir que l'État social a été accaparé par les classes moyennes supérieures, et que faire des études supérieures en France, ça fabrique une sorte d'impôt régressif où les pauvres payent pour les riches. Enfin bon, je veux dire, mais c'est pas... C'est une société, ça reste une société de classe moyenne vivante et beaucoup moins amortie qu'ailleurs. Des pays comme l'Allemagne, le Japon ont des problèmes dramatiques. Les États-Unis devraient s'en sortir. Donc à ce stade, il faudrait rentrer dans les différences nationales. Et cette fécondité française qui se maintient à son niveau dans une baisse générale, et quand même, non, la France est un pays admirable. Hein. Je veux dire, alors arrêtons-nous là. Voilà. Arrêtons-nous là. Voilà, c'est une très belle chute. Voilà. La France est un pays admirable.